Bonne nuit à tous. Je suis la conteuse et je suis là pour vous aider à vous endormir avec ces histoires effrayantes venues de loin de chez vous. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime » pour la vidéo. J'aimerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez la vidéo, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire quand vous serez prêt. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Musique. L'été dernier, mon copain et moi avons décidé d'organiser notre premier voyage de camping ensemble. J'ai toujours été une amoureuse de la nature en couple, alors j'ai été un peu surprise lorsqu'il a proposé d'y aller. Ce qui m'a vraiment époustouflé, c'est qu'il a dépensé une tonne d'argent en matériel de camping. Il semblait vraiment excité par tout ça, mais le jour où nous devions partir, nous avons eu une dispute épique. Léonard s'est mis en colère parce que j'avais déjeuné avec mon ex Thomas. Pour moi, ce n'était pas grave puisque nous étions sortis ensemble il y a des années et que nous avions tous les deux d'autres relations. Nous étions juste de vieux amis et je ne voyais rien de mal à cela, mais Léo était catégorique. Je ne devais plus jamais le revoir. Je lui ai dit qu'il réagissait de manière excessive, ce qui n'a fait que rendre les choses plus tendues et j'ai fini par être tellement en colère que j'ai décidé de partir en voyage seul. J'ai attrapé tout le matériel de camping et je suis parti sans me retourner. Léonard n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des SMS, mais je ne voulais pas avoir de ses nouvelles. J'ai jeté un œil à ses SMS et au lieu de s'excuser, il me suppliait de revenir, inventant même des bêtises sur la mauvaise influence de Thomas. Son attitude me semblait folle, alors je suis passé à autre chose. Quand je suis finalement arrivé au camping et que j'ai installé ma tente, j'ai commencé à le regretter même si je savais que Léo agissait comme un enfant gâté. Il me manquait et je ne voulais pas camper seul la nuit. Alors que j'allumais le feu de camp, j'ai entendu que Léo avait laissé un message vocal. J'ai décidé de l'écouter, et à ma grande surprise, il s'est excusé de m'avoir crié dessus. Il a dit qu'il venait au camping parce que quelqu'un avait crevé les pneus de sa voiture. Quelque chose dans sa voix m'a inquiété. Il a mentionné qu'il soupçonnait Thomas, m'assurant qu'il s'inquiétait pour ma sécurité. Cette nuit-là, la forêt était sombre et silencieuse. J'ai soudain ressenti un frisson. J'ai commencé à paniquer. Si Thomas avait fait une chose pareille, que pouvais-je faire d'autre? Me suis-je dit. Je savais que je ne pouvais pas rester là, alors j'ai éteint le feu et j'ai commencé à emballer mes affaires, mais juste au moment où j'allais démonter ma tente, un homme est apparu dans l'obscurité. C'était Thomas. Que fais-tu ici? Je lui ai demandé, alarmé. Il a souri et a dit qu'il était venu pour me protéger. Mon instinct me disait que je ne pouvais pas lui faire confiance, surtout qu'il savait déjà qu'il avait crevé les pneus de Léo. Quand il est arrivé, il a tendu les mains comme s'il voulait me réconforter. Je n'ai pas réfléchi à deux fois, je l'ai frappé au visage et je me suis enfui. J'ai tout laissé derrière moi et j'ai entendu ses pas me suivre. J'ai couru aussi vite que possible au milieu de la forêt sombre, perdu. Je pensais courir vers le parking, mais en réalité, j'ai fait une embardée. J'ai entendu Thomas me crier de m'arrêter, mais il n'allait pas s'arrêter. Il fallait que je m'échappe. Finalement, j'ai repéré le parking et ma voiture. Le soulagement m'a envahi jusqu'à ce que je me souvienne que j'avais laissé les clés au camping. À cet instant, Thomas m'a rattrapé et son regard était vide d'émotion. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a crié juste au moment où une autre voiture entrait dans le parking. Je n'ai pas reconnu la voiture, mais quand j'ai vu le conducteur, mon cœur s'est arrêté. C'était Léo. Monte dedans, il a crié alors que Thomas me suppliait de rester. J'ai couru autour de la voiture et suis monté rapidement en tremblant de peur. J'ai attaché ma ceinture de sécurité alors que nous roulions en regardant Thomas crier au loin, mais je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Nous avons roulé en silence pendant un moment. J'ai remarqué que la voiture était pleine de résidus de restauration rapide et un siège bébé à l'arrière. Ce n'est pas une location, n'est-ce pas? J'ai demandé à Léo de regarder droit devant lui et de murmurer que Thomas avait raison, il essayait de te protéger. Puis il m'a dit qu'il avait un plan macabre pour le camping, il voulait me tuer et faire passer ça pour un accident. Apparemment Thomas l'avait découvert et avait essayé de l'en empêcher. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je lui ai demandé, confuse, je pensais que nous étions heureux, j'ai répondu mais il est resté silencieux. Impulsivement j'ai essayé d'ouvrir la portière pour sauter de la voiture mais Léo a accéléré. Nous étions sur une route forestière et si je sautais, je finirais probablement horriblement. J'étais coincé, j'ai regardé à travers. Rétroviseur, un camion nous suivait se rapprochant de plus en plus. Dépêchez-vous, j'ai crié pendant que l'adrénaline me remplissait. Léo a appuyé sur l'accélérateur, mais le camion était juste derrière nous. La situation est devenue chaotique quand j'ai entendu un grand bruit et le camion nous a percuté. Léo a essayé de garder le contrôle mais la voiture a commencé à déraper. Attention! J'ai crié alors que nous nous dirigions vers un arbre. En un instant nous nous sommes écrasés et ma ceinture de
Sécurité m'a maintenu en place, l'airbag s'est activé et une douleur soudaine a traversé mon corps quand il a finalement. J'ai réussi à écarter l'airbag. J'ai regardé autour de moi et je n'ai pas vu Léo. Il n'avait pas mis sa ceinture de sécurité et son corps avait traversé le pare-brise. Je l'ai vu étendu là. Son corps était brisé et ensanglanté. Il était mort. Puis Thomas est apparu à ma fenêtre, essayant d'ouvrir la portière et de me sortir des décombres. « Merci », ai-je marmonné avant de perdre connaissance sous la douleur. À ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi Léo a voulu me tuer. Heureusement, Tom était là pour me protéger. Musique pendant les vacances d'été après ma 2e année d'université, des amis et moi avons décidé de partir en voyage. Nous étions 3, Alice, Marc et moi, nous étions tous les 3 colocataires. Mais Alice n'était pas une compagne constante puisqu'elle passait la plupart de son temps chez ses parents. Après une dispute sur la destination où nous passerions les vacances, nous nous sommes finalement installés à Pensacola Beach, en Floride. Nous vivions à Atlanta, donc pour nous, c'était presque une journée complète de voyage et j'ai trouvé un Airbnb qui semblait parfait. C'était une petite maison simple mais très confortable qui était située dans un quartier calme et le prix était dans notre budget pour un séjour de 3 nuits. Celui-ci n'avait que 2 chambres mais le salon avait un canapé-lit, donc l'un de nous devrait se contenter de cela. Une fois que nous avons eu l'endroit prêt, nous avons fait nos valises et sommes partis pour la belle Floride. Le trajet était long mais nous avons passé un bon moment. J'ai conduit la majeure partie du chemin parce que nous étions dans ma voiture. Finalement nous sommes arrivés à notre Airbnb et j'étais assez fatigué à ce moment-là. Le soleil se couchait. Marc avait les directions ouvertes sur son téléphone et comme nous nous approchions nous avons été accueillis à notre arrivée par un homme debout sur le porche. Honnêtement, cela nous a semblé un peu étrange, car la plupart des hôtes laissent leurs clés dans un coffre-fort, mais cet homme semblait faire les choses à l'ancienne, alors nous n'y avons pas prêté attention. Nous avons garé la voiture près de l'entrée, puis nous sommes allés nous présenter. Le propriétaire s'appelait Franklin, et dès le début, quelque chose semblait étrange chez lui. C'était un homme d'âge moyen, avec une certaine énergie nerveuse. Il portait une barbe et était un peu potelé. Ce type. Il nous a accueillis avec un sourire un peu forcé et nous a rapidement fait visiter la maison. Nous voulions inspecter les environs, mais il n'y a jeté qu'un bref coup d'œil. Franklin nous observait attentivement, commentant les petits détails importants de la propriété et insistait pour nous les montrer tous. Par exemple, il nous a montré comment régler la température du réfrigérateur. Il nous a accompagnés au sous-sol et nous a montré comment réinitialiser le chauffe-eau en cas de panne. Il nous a même montré le boîtier électrique et comment le réparer. Je n'ai jamais eu besoin de faire ça de ma vie. Quelles sont les chances que cela arrive en un week-end? Honnêtement, la présence de cet homme nous a tous mis mal à l'aise, et pour couronner le tout, il est resté plus d'1 heure après notre arrivée, après que notre hôte eut enfin terminé sa longue et détaillée explication de chaque détail insignifiant et superflu de la maison. Naturellement, nous étions très inquiets. Nous étions affamés depuis notre arrivée, mais nous ne voulions pas être impolis, alors nous avons dû endurer jusqu'à ce que notre étrange hôte parte enfin. Nous avons ensuite déballé nos affaires et sommes allés chercher quelque chose à manger. À notre retour, nous nous sommes assis dans le salon et avons parlé. Alice et Marc sont arrivés dans les 2 chambres en premier, donc j'étais coincé à dormir dans le salon. Je dois dire que la maison était vraiment confortable et bien meublée. Elle était petite mais suffisamment confortable pour y passer quelques jours. Le lendemain s'est déroulé sans incident. En fait, nous avons passé un très bon moment à explorer la ville en savourant des plats locaux, puis nous sommes rentrés à la maison le soir pour nous détendre et passer du temps ensemble. Aucun d'entre nous n'était vraiment du genre à faire la fête, alors nous sommes surtout sortis pendant la journée et avons passé les soirées à nous détendre. Marc a été trop exposé au soleil et a eu une très grave insolation, donc il n'a pas voulu faire grand-chose. Le premier jour, le 2e soir, nous étions assis dans le salon à parler d'eux. Soudain, la panne de courant a été brutale et m'a vraiment choqué. La télévision était allumée en fond sonore, mais nous étions juste en train de discuter et de discuter. Nous avons cherché nos téléphones pour vérifier s'il y avait une panne de courant. Cependant, en regardant par la fenêtre, j'ai remarqué que les lampadaires étaient toujours allumés et que les autres maisons du quartier étaient illuminées. La nôtre était la seule à être plongée dans l'obscurité. Nous avons supposé qu'il s'agissait d'un fusible ou d'un circuit électrique grillé, puis nous avons ri en réalisant que la fastidieuse explication de Franklin aurait pu nous être utile. Nous sommes descendus au sous-sol et avons trouvé le tableau électrique. Dès que je l'ai regardé, j'ai remarqué qu'aucun disjoncteur n'était enclenché.
J'étais le seul à suivre le cours de Franklin, alors les deux autres ne savaient plus quoi faire. Nous sommes remontés, nous sommes assis sur le canapé et avons discuté. Mark voulait appeler Franklin pour régler le problème, mais il ne voulait pas vraiment le déranger. Il était tard et nous ne voulions pas assister à un autre de ses cours, alors, pour notre santé mentale, nous avons décidé de l'appeler. Demain et j'espérais qu'il le réparerait alors pendant que nous étions dehors à l'arrière de la maison pour éviter la chaleur. Nous nous sommes assis et avons parlé pendant environ une demi-heure de plus et quand il était environ 23 heures, on a frappé à la porte, je suis allé répondre et à ma grande surprise, c'était Franklin, il se tenait là avec un sourire étrange sur son visage et a dit « Je viens de passer et j'ai remarqué que le courant était coupé. » Je l'ai remercié, mais je lui ai dit que nous avions déjà décidé de régler le problème le lendemain matin. Alice, qui se tenait derrière moi, m'a murmuré « C'est vraiment étrange. Comment aurait-il pu savoir que le courant était coupé, à moins d'y être pour quelque chose? Il était peu probable qu'il le sache. En vérité, tout cela me semblait bien trop étrange. Le fait qu'il soit arrivé à cette heure précise, d'autant plus que nous ne l'avions pas contacté, était incroyablement suspect. De toute façon, je ne l'aurais pas su rien qu'en passant. Était éteint ne signifiait pas que le courant était coupé. Je suppose que s'il savait que la maison avait un circuit défectueux, alors peut-être qu'il nous attendait, mais que faisait-il à rester à l'extérieur de la maison? Il attendait tout le temps, c'était bizarre, vraiment bizarre, et nous ne voulions pas le laisser entrer, mais comme la dernière fois notre hôte cauchemardesque a pris beaucoup trop de temps et a fait une petite conversation qui semblait forcée et inutile, nous voulions tous qu'il parte et après quelques minutes gênantes il l'a finalement fait. Après avoir fermé la porte, nous l'avons fait. Nous nous sommes assis en cercle serré pour discuter de la situation. Nous étions tous d'accord, Jacques semblait avoir coupé le courant exprès, peut-être pour se créer une excuse pour venir. Nous avons débattu de ce qu'il fallait faire, le confronter, appeler la police ou simplement partir. Finalement, nous avons décidé que Franklin était bizarre, mais probablement inoffensif, alors nous avons décidé de rester calmes. Nous sommes restés debout une heure de plus, puis nous sommes allés nous coucher. J'ai déplié le canapé-lit du salon et les deux autres sont allés dans leur chambre. Nous nous sommes tous installés. J'ai finalement réussi à dormir le lendemain matin. Quand je me suis levé, j'ai fait le tour de la pièce et je suis allé dans la cuisine. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le courant était revenu, l'horloge du four clignotait 12 heures comme si elle avait besoin d'être réinitialisée. Alice et Mark se sont levés un peu plus tard, soulagés que nous n'aurions plus à nous en occuper. Cependant, quand j'ai vu Alice, elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Elle tenait un morceau de papier dans sa main droite. Elle avait l'air vraiment secouée. Elle m'a tendu le papier à lire et il était écrit « Je viens de réparer le connecteur d'alimentation ». Alice m'a dit plus tard qu'elle l'avait trouvé sur la table de nuit juste à côté de son lit et qu'elle était certaine qu'il n'était pas là la nuit précédente. Inutile de dire que nous étions tous très effrayés à ce moment-là, en particulier Alice. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de cet homme pour penser qu'il était acceptable de faire ça? Une chose est sûre, entrer par effraction dans le salon ou le sous-sol. Mais entrer par effraction dans la chambre d'Alice pendant qu'elle dormait était complètement inacceptable. Je ne sais toujours pas s'il était réellement dangereux, peut-être qu'il l'était juste. Socialement inconscient ou peut-être était-il un vrai psychopathe, mais nous ne voulions vraiment pas rester et découvrir que nous ne pouvions prendre aucun risque. Donc la dernière nuit de notre voyage nous l'avons passé dans un hôtel. Ce n'était pas ce que nous avions prévu, mais nous étions soulagés d'être sortis de cette maison. Nous avons signalé l'incident à Airbnb expliquant nos inquiétudes concernant l'étrange panne de courant et l'attitude inconfortable de l'hôte. Ils se sont excusés et nous ont offert un remboursement. Cette histoire dérangeante commence au début de mes vacances de printemps en 2010. Mes amis et moi étions excités après avoir quitté l'université et pendant le voyage de retour à la maison, nous avons commencé à lancer des idées folles sur la façon dont nous allions passer notre temps libre. Les vacances de printemps ont toujours été quelque chose de spécial pour nous et nous avons veillé à les remplir d'aventures mémorables. En 2008, nous avons pris l'avion pour Canquin où nous nous sommes bien amusés sur la plage en essayant des tacos de rue et en explorant les ruines mayas. C'était un voyage incroyable qui a vraiment placé la barre plus haut. L'année suivante, en 2009, nous avons décidé d'aller à Miami et c'était fou. Nous avons embarqué sur des croisières, flâné aux eaux de Miami et dansé toute la nuit en boîte. Nous avons parlé de ces choses folles pendant des mois. Et quand est venu le temps de planifier notre prochain voyage, nous savions qu'il nous fallait quelque chose d'encore plus épique. Pour 2010, nous voulions quelque chose de différent. Nous avons donc décidé de ne pas aller dans un endroit ensoleillé ou à la plage.
Après de nombreuses suggestions et votes, un de mes amis, Dave, nous a suggéré un endroit en Écosse appelé Forgotten Woods. Dave, fan de surnaturel, nous a dit que ces bois étaient connus pour être l'un des endroits les plus hantés. Ça va être une aventure inoubliable, dit-il avec enthousiasme. Je ne suis pas particulièrement sceptique, mais je n'étais pas enthousiaste à l'idée d'aller à la chasse aux fantômes. Ce n'était pas mon idée de vacances sauvages, alors j'ai essayé de suggérer d'autres options qui semblaient plus amusantes, mais comme d'habitude Dave avait déjà réussi à convaincre le reste du groupe. Tout le monde a voté pour les bois oubliés comme destination de printemps. Après avoir pris toutes les dispositions, nous avons réservé nos vols pour l'Écosse. À notre arrivée, nous avons loué une camionnette bleue. Comme lors de nos précédents voyages, l'idée était de camper dans ces forêts mystérieuses et de voir ce que nous y trouverions. J'avais campé avec mon père à de nombreuses reprises, j'étais donc censé prendre les devants. Cependant, l'expérience du camping en voiture était un peu différente, mais je savais ce que je faisais. Il nous a fallu environ 2 heures pour nous organiser et rassembler tout le nécessaire. Une fois prêts, nous nous sommes dirigés vers les forêts oubliées, comme prévu. Sur la route, l'environnement est devenu plus dense et plus sombre, comme si le paysage prenait vie. Les arbres étaient grands et les ombres semblaient cacher quelque chose. À notre arrivée, nous avons trouvé un bon endroit pour planter nos tentes, et ce faisant, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose clochait. Au lieu de l'excitation, une certaine agitation m'a envahi, même si, sur le moment, je ne comprenais pas pourquoi. Nous avons allumé un feu de camp et avons commencé à nous détendre, en racontant nos voyages passés et en plaisantant sur ce qui pourrait arriver. Mais alors que les rires commençaient à s'estomper, Dave a raconté une histoire à propos d'un esprit qui errait dans ces bois. Au début nous l'avons pris à la légère, mais à chaque ombre qui bougeait, quelque chose en moi s'illuminait, la lune commençait à paraître intense et un sentiment de nervosité commençait à envahir l'environnement. C'est alors que, sorti de nulle part, un bruit fort brisa le silence. Nous nous sommes tous regardés paralysés. Ce sentiment d'être observé nous a remplis de tension et en un instant l'endroit a semblé changer. Tout le monde autour du feu de camp sentait que cette aventure allait être différente de toutes les autres. Un autre que nous avions eu avant de nous lancer dans quelque chose de plus grand que ce que nous avions imaginé. Je pouvais voir que mes amis étaient super excités par l'aventure, souriant comme si nous avions vraiment trouvé de l'or dans l'arc-en-ciel, mais je ne partageais pas leur enthousiasme. J'avais commencé à enquêter un peu sur l'histoire des forêts oubliées et disons simplement que ce que j'ai trouvé n'était pas exactement un conte de fées. Tout d'abord, il y avait de nombreux témoignages de visiteurs qui juraient avoir entendu des cris effrayants qui, ils surgirent de la forêt pendant la nuit, et par temps brumeux, on entendit des murmures et des pas inquiétants résonner dans l'air. Tout cela se répétait si fréquemment qu'il ne pouvait plus y voir une simple coïncidence. En approfondissant l'histoire, je découvris que, selon la légende, ces cris terrifiants étaient ceux d'un bandit capturé par les habitants au XVIIe siècle et sauvagement assassiné dans cette même forêt. La légende racontait que ce bandit était. Elle gardait rancune et se servait de ses cris pour effrayer ceux qui osaient entrer. Au début, j'ai essayé de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'une histoire de fantôme destinée à effrayer les enfants, mais à chaque fois que j'approfondissais mes recherches, je découvrais des choses encore plus troublantes. Après quelques recherches, je suis tombé sur un événement terrifiant survenu dans les bois oubliés en 1948. Selon les archives, le 1er novembre de cette année-là, 20 personnes ont été retrouvées mortes dans les bois. La nouvelle a fait le tour de la ville et on disait que de nombreuses personnes avaient vu d'étranges lumières venant des bois la nuit dernière. La chose la plus effrayante était que les médecins légistes ne pouvaient pas expliquer comment ils étaient morts. Les autopsies n'ont abouti à aucune conclusion. Certaines personnes dans la ville croyaient que tout cela faisait partie d'un rituel sombre, quelque chose qui avait attiré les âmes de ceux qui étaient morts. D'autres ont affirmé que ces 20 personnes avaient donné leur vie pour que d'étranges chênes poussent dans les bois. Tout cela m'a fait monter le sang, alors j'ai décidé de partager mes inquiétudes avec Dave et le reste du groupe. Dave, avec mon confident habituel, m'a dit qu'il connaissait déjà toutes ces histoires et a admis que c'était la principale raison pour laquelle il voulait que nous venions. Je me souviens exactement de la façon dont il a ri en disant « Imaginez à quel point ce serait génial de voir un vrai fantôme, nous pourrions le capturer, l'emmener à l'université et le vendre au gouvernement pour beaucoup d'argent ou l'utiliser pour effrayer de jolies filles, ce serait épique. » Tout le monde riait parce que pour eux ces histoires n'étaient que des contes inventés, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus dérangeant dans toutes ces légendes et ces contes. Il y avait un fil de vérité dans les histoires de fantômes que je ne pouvais pas ignorer. J'ai regardé mes amis rire et plaisanter et j'ai réalisé que j'étais seul dans mes pensées alors que le jour s'estompait et que la nuit se rapprochait de nous. Un frisson m'a parcouru le dos. Étions-nous vraiment préparés pour ce qui serait une nuit dans les bois oubliés? Je savais que peu importe à quel point j'étais inquiet,
Il était trop tard pour le regretter, je ne voulais pas gâcher l'atmosphère. Vacances de printemps de mes amis se plaignant des histoires de l'endroit, alors j'ai décidé de ne plus en parler après un moment de conduite. Nous sommes finalement arrivés dans les bois sombres. Je leur ai demandé de garer la camionnette sur le bord de la route afin que nous puissions chercher un bon endroit pour camper. Il a fallu un certain temps de marche, mais nous avons finalement trouvé une clairière parfaite. Puis nous avons ramassé du bois de chauffage avant de retourner à la camionnette pour installer notre campement. Une fois installé, la nuit est devenue amusante. Nous avons commencé à boire de la bière et à parler d'eux. Les filles, d'Ève, se sont bien amusées à raconter des blagues sur les fantômes qui nous ont toutes fait rire, et avec quelques verres à mon actif, mes peurs concernant ces bois ont commencé à fondre. Nous nous amusions tellement, le temps a filé et bientôt nous avons dû allumer un feu pour nous réchauffer. Nous sommes restés debout tard à discuter et juste au moment où je commençais à me sentir fatigué, un cri étranglé a brisé le silence de la nuit. Je me suis réveillé en sursaut, alarmé. « Attends, as-tu entendu ça ?» Mes amis ont ri en pensant que je plaisantais. Nat, qui était à côté de moi, a dit « Chris, arrêtez de faire n'importe quoi, ce n'est plus drôle. » Je leur ai assuré que je ne plaisantais pas, exhortant tout le monde à faire attention, mais je n'ai obtenu qu'un silence gêné en guise de réponse. Puis, après un moment de tension, Nat a dit « Chris, si tu ne veux pas être là, dis-le. Inutile d'inventer des histoires pour nous faire sortir. » Mais juste au moment où j'essayais de leur dire que je ne mentais pas, un autre cri résonna dans les bois, et cette fois, nous étions tous debout. Nat sortit son téléphone pour enregistrer ce qui faisait ces bruits, mais il savait que nous n'étions pas en sécurité là. Décrire ce qu'il entendait était compliqué. Ces sons ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait entendu auparavant. Dave essaya de calmer la situation en disant que ce n'était qu'un élan, mais je lui répondis que ça ne ressemblait en rien à ce que je connaissais des animaux. Il connaissait les bruits de la nature pour avoir campé avec moi. Papa, plusieurs fois, et ces cris n'étaient définitivement pas de ce monde. À chaque seconde, les bruits devenaient plus intenses et effrayants, puis je leur ai crié de laisser tomber nos affaires et de monter dans la camionnette. Une fois que tout le monde était à l'intérieur, j'ai démarré le moteur, mais juste au moment où j'étais sur le point d'accélérer, j'ai vu quelque chose d'étrange dans le rétroviseur. On aurait dit que les chênes tordaient monstrueusement leur tronc vers nous. J'ai cligné des yeux plusieurs fois pour m'assurer que je n'avais pas d'hallucination, mais à ma grande horreur, j'ai vu comme si les arbres déracinaient leurs racines et s'apprêtaient à nous foncer dessus. Désespéré, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis sorti à toute vitesse. Même en accélérant à fond, j'entendais les bruits qui nous poursuivaient. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. C'était comme un cauchemar devenu réalité. Incroyable, mais j'étais presque sûr d'avoir dépassé la limite de vitesse. En continuant d'appuyer sur l'accélérateur, nous étions de retour sur la route et je pensais que nous y étions enfin. Nous avons distancé tout ce qui nous poursuivait dans cet endroit infernal, mais juste à ce moment-là, quelque chose d'étrange est apparu devant la voiture et je n'ai même pas eu le temps de réagir avant que nous ne le percutions. Le camion s'est arrêté soudainement comme si nous avions heurté un énorme rocher et je me suis cogné la tête contre le tableau de bord, puis tout est devenu flou, mais je suis sûr d'avoir vu une sorte de géant debout juste devant le camion. Je n'ai pu le distinguer que pendant une seconde, mais cette chose avait une peau comme l'écorce d'un arbre et ses bras ressemblaient à des branches pointues avec des buissons. Des légumes verts poussant de manière incontrôlable sur sa tête. Juste au moment où j'étais sur le point de crier, quelque chose a disparu et j'ai essayé de regarder autour de moi pour voir si les autres l'avaient remarqué avant que je puisse dire un mot. Notre camion a été attaqué, c'était comme si une meute de 6 énormes ours nous tendait une embuscade. Nous avons senti la camionnette bouger d'un côté à l'autre alors que ces créatures nous entouraient. Nous avons entendu des bruits de grattement continu frappant sur les portes. En plus de ces cris à glacer le sang qu'ils nous avaient déjà donné la chair de poule, nous ne pouvions pas voir nos agresseurs et je me souviens avoir fermé les portes en espérant qu'ils ne pourraient pas entrer pendant que nous attendions l'attaque inévitable. L'attaque a continué pendant environ 5 minutes et pendant ce temps mon cœur battait comme un fou. Je n'avais aucune idée du temps qu'il faudrait avant que ces créatures ne défoncent les portes du camion et nous démembrent. Nous sommes restés silencieux en attendant qu'ils finissent ce qu'ils avaient commencé et je ne sais pas combien de temps nous sommes restés comme ça, recroquevillés de peur, mais finalement le soleil commençait à se lever, alors j'ai attrapé mon téléphone, me demandant si je devais appeler les autorités pour leur dire ce qui s'était passé. Quand ils sont finalement arrivés, nous leur avons tout raconté, mais la police n'a pas cru à l'histoire des arbres qui nous avaient attaqués. Ils nous ont regardés comme si nous étions fous, disant que nous imaginions des choses à cause des bières que nous avions bues. Les policiers nous ont même dit que nous méritions d'être arrêtés pour conduite en état d'ivresse,
mais ils ont eu pitié de nous. Je ne sais pas pourquoi nos familles ont été informées si vite. Une fois l'enquête terminée, la police nous a renvoyés chez nous par avion. À partir de ce moment-là, les vacances de printemps n'ont plus jamais été les mêmes. Il nous a fallu beaucoup de temps pour nous remettre de ce qui s'était passé cette nuit-là, et cette expérience nous a tous terrifiés. Je ne suis plus jamais retourné camper avec mon père après cet incident. Plusieurs années se sont écoulées depuis, et même si j'ai réussi à digérer ce qui s'est passé, il m'arrive encore de penser à cette nuit effrayante. Quand j'étais petite, mes vacances d'été étaient remplies d'aventures dans le nord, au chalet de mon oncle John. Il avait une vieille cabane assez rustique perdue dans la nature. Les chasseurs de la région plaisantaient et l'appelaient la cachette de John, et chaque fois que mon frère Pedro et moi y allions, c'était comme si nous étions jetés dans un tout nouveau monde d'excitation et d'aventure, mais à mesure que vous vieillissez, ces aventures d'enfance s'estompent et soudainement les soucis de l'âge adulte semblent tout absorber. Vous ne pouvez pas simplement cligner des yeux et changer l'histoire, même si honnêtement, j'aimerais pouvoir le faire, mais c'est l'histoire de mon oncle et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. John est décédé en juin dernier, victime de une crise cardiaque. Je me souviens que Pedro m'a appelé pendant que j'étais au travail. Il savait que ma relation avec John était spéciale. Il avait toujours été une sorte de figure paternelle pour moi. Après son appel, les souvenirs ont afflué, les heures de pêche dans le ruisseau, les jours où il attrapait des grenouilles et le son d'un vieux western dans la cabane pendant qu'il faisait du popcorn. Mais ce qui résonnait le plus dans mon esprit étaient les histoires de fantômes qu'il nous racontait. Toujours ce soir-là, pendant que nous prenions un verre, j'ai demandé à Pedro quelle était son histoire de feu de camp préférée. C'est difficile à dire frère, il en avait tellement. Des histoires folles, répondit-il en riant après avoir insisté un peu. Il se souvenait de celle de l'ours, alors j'étais là, en train de savourer un bon whisky et d'essayer de reconstituer cette histoire dans ma tête. John avait une façon de raconter qui faisait paraître les monstres plus réels que la vie elle-même, et aucune créature n'était plus terrifiante que celle dont parlait Pedro. Selon lui, l'être était un type qui devait mesurer au moins 2,5 mètres avec des griffes assez grandes pour démembrer quelqu'un en un clin d'œil. Il l'appelait le papa ours. John disait que malgré sa taille et sa férocité, Papa Ours n'était pas vraiment dangereux. L'ours veille sur ses bois. Il garde les gentils à l'intérieur et les méchants à l'extérieur. C'est pour ça que vous êtes en sécurité ici. Parce que Papa Ours veille, nous a-t-il dit. Apparemment, cette créature décidait qui pouvait se trouver dans les bois et était chargée d'éliminer toute menace, gardant l'endroit sûr et empli de magie. Je savais pourtant que, d'une manière ou d'une autre, Peter et moi avions reçu son approbation, ainsi que les histoires de ce qui s'était passé. Avec les victimes interdites, elle me maintenait dans une angoisse constante. Non seulement il les tuait, comme on pourrait le penser, mais Papa Ours s'assurait qu'elles deviennent ses serviteurs, nettoyant les dégâts qu'elles avaient causés dans la nature, même enfant, même si je comprenais que John souhaitait seulement que nous prenions soin de l'environnement. Ces histoires me terrifiaient, surtout la nuit, quand le vent hurlait et que les craquements dans la cabane résonnaient comme des gémissements. Je me souviens d'une fois où j'ai atterri sur le lit sous les couvertures, paralysé par la peur. Incapable de bouger même pour aller aux toilettes, au point de mouiller le lit. Qui va prendre la cabine ? M'a demandé Pedro, me tirant de mes pensées. La vérité, c'est que je n'avais aucune idée que John et son ex-femme avaient divorcé il y a quelque temps, donc je ne savais pas à qui cela pouvait aller. C'est une honte de la laisser comme ça. J'ai répondu que la semaine où j'ai parlé au téléphone avec la deuxième femme de John, Carla, notre tante Renata, était décédée juste au moment où je commençais l'université. Carla a admis qu'elle n'avait aucune idée du testament ou si cela incluait la cabine, mais il a promis d'y jeter un œil. Donc samedi, mon père et moi sommes allés à la lecture du testament. Beaucoup de parents que je n'avais pas vus depuis des années étaient là aussi. L'étrange fils de John est apparu. Émile n'était pas en prison. Ce type m'a chuchoté mon père en le voyant. Tu es le flic de la famille, n'est-ce pas ? Ai-je répondu alors qu'Émile était assis quelques rangées devant nous. Attendez, je crois que je me souviens maintenant, c'était seulement une accusation de possession mineure, mais ils ont toujours pensé que cela avait quelque chose à voir avec l'affaire Ortega, a-t-il chuchoté en retour. Nouveau regard sur Émile. Si vous vivez ici depuis aussi longtemps que nous, vous savez de quoi mon père avait l'habitude de parler. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il y a des années, une famille avait disparu près de la frontière nord de l'autoroute. Je me souviens que c'était un père, une mère et leurs 2 filles. Shannon, l'aînée, était la seule qu'ils ont retrouvée 1 an après sa disparition. On disait qu'elle avait survécu dans les bois pendant 15 jours en essayant de retrouver son chemin vers la civilisation jusqu'à ce qu'elle tombe sur un laboratoire de méthamphétamine, le même où Émile a été arrêté peu de temps après. Je n'ai jamais lu le rapport complet. Mais il m'a toujours semblé étrange que ces 2 événements soient si liés dans le temps, avec tous ces souvenirs frais dans mon esprit.
L'atmosphère dans la pièce est devenue lourde et la tension a augmenté alors que nous nous préparions à entendre ce que John avait laissé derrière lui. Peu de temps après que mon père ait fait son commentaire sur le testament, le chalet a été mentionné et à ma grande surprise et mon malheur, c'est Émile qui a fini par hériter de la propriété une fois la lecture du testament terminée. Testament, je l'ai suivi dehors et je l'ai trouvé appuyé contre le mur de la cabane en train de fumer une cigarette. Il m'a regardé avec un sourire en coin. Brian, ça fait longtemps, dit-il en m'offrant une cigarette. Je suis clean maintenant. Ajouta-t-il, je voulais y croire mais je savais qu'Émile avait toujours eu du ressentiment envers mon frère et moi notre oncle John avait été plus comme un père pour nous que pour lui et j'étais sûr que cela l'avait rongé de l'intérieur. De quoi as-tu besoin? Brian, je sais que tu n'es pas venu ici juste pour parler, me dit-il, est-ce que tu vas à l'enterrement demain? Je lui ai demandé, je dois. Présente mes respects au vieil homme, répondit Émile. Cela peut paraître étrange, mais je me demandais si je pouvais garder ses cendres, dis-je, la gorge serrée. Ses cendres? Demanda-t-il en riant un peu nerveusement. Je pensais à la cabane et à l'amour qu'il portait à cet endroit. À ma surprise, Émile acquiesça. Tu peux les disperser dans tout le pays si tu veux, dit-il en jetant sa cigarette éteinte par terre. J'ai parlé à Pedro de mon idée d'aller à la cabane le week-end suivant. Et mon frère a suggéré que nous allions camper pour dire un dernier adieu à notre oncle. Alors, samedi matin. Demain, nous sommes arrivés sous la chaleur torride de la fin juin. Nous avons utilisé le camion de Pedro et je me souviens avoir dû me rafraîchir avec un chiffon humide et des glaçons, car il n'y avait pas de climatisation. À notre arrivée, j'étais trempé de sueur, alors j'ai décidé d'aller nager à la crique. Ne crois pas que tu vas t'en sortir si tu m'aides à ranger les affaires, m'a prévenu Pedro, même si nous avions tous les deux l'impression de nous évanouir à cause de la chaleur. Finalement, j'ai aidé à porter nos bagages et je les ai laissés sur le canapé. La cabine est encore en bon état, a-t-il dit. Peter avec un sourire a dû admettre que la propreté m'a surpris et je ne pouvais m'empêcher de me demander depuis combien de temps John n'était pas venu ici. Cet endroit signifiait tellement pour moi. Alors que nous regardions les trophées de la maison qui étaient encore accrochés au mur, je me suis souvenu de la façon dont John m'avait appris à écorcher les petits oiseaux pour les préparer. Rappelez-vous que tout sur cette terre est fait pour servir les êtres humains. Ne faites pas de mal à ce que Dieu a créé et respectez la vie, avait-il l'habitude de dire. J'ai vu une des oies que j'avais aidé à préserver et j'ai tendu la main pour la toucher. Leurs plumes donnaient l'impression que le temps avait laissé sa marque mais qu'elles étaient toujours intactes. Les bois entourant la cabane rendaient tout plus confortable comme si nous remontions le temps. Nous avons suivi un chemin vers l'ouest en écoutant le chant des oiseaux et en regardant certains des vieux pièges que John avait encore installés et une fois le chemin terminé nous nous sommes guidés uniquement par la mémoire jusqu'au ruisseau. L'eau brillait aussi clair que lorsque nous étions enfants, alors je n'ai pas hésité à enlever mes chaussures et à laisser mes orteils se détendre dans l'eau fraîche. Pedro a enlevé sa chemise et a sauté dans la partie la plus profonde en criant d'excitation. C'était super d'être à nouveau ici. Nous avons passé environ 1 heure au ruisseau, puis Pedro a suggéré que nous fassions un peu de ménage. Alors je suis retourné à la cabane et je suis descendu au sous-sol à la recherche de certaines des armes de notre oncle. Le sous-sol était un peu plus délabré qu'à l'étage, mais je me souvenais que John l'utilisait comme placard à pêche, donc je savais que je trouverais quelque chose près du fond. J'ai trouvé une petite boîte verrouillée où il gardait ses fusils, puis j'ai cherché dans les tiroirs à proximité une clé pour l'ouvrir. Alors que je m'apprêtais à poursuivre mes recherches, j'entendis un murmure qui semblait pénétrer lentement dans la pièce. Je m'arrêtai pour essayer de mieux écouter. Au début, c'était un son faible, puis il s'intensifia, ressemblant à un gémissement étouffé. Je pris les clés et 2 fusils, sentant l'inquiétude grandir en moi tandis que je quittais le sous-sol. Tandis que nous marchions vers les bois, je racontais à Pedro ce que j'avais entendu. Nous ne sommes ici que depuis quelques heures et déjà tu entends des choses, mon ami, j'ai hâte. Pour ce soir, il a plaisanté et j'ai ri aussi. C'était juste mes nerfs, c'était juste mon imagination, pensais-je, alors nous avons suivi le sentier qui menait derrière la cabane dans les montagnes. Je portais les cendres de notre oncle avec moi, me souvenant que l'un de ses endroits préférés était le long de ce sentier. C'était un belvédère qui avait la meilleure vue sur les bois et le lac voisin. Oncle John ne nous laissait normalement pas y aller quand nous étions enfants à cause de la forte pente. Mais il l'a fait une fois et c'était une aventure que je n'oublierai jamais. Je me souviens avoir accidentellement tiré sur un cerf au mauvais endroit et, apprenant que je ne pouvais pas le manger, j'ai pensé qu'il fallait l'enterrer. Puis John m'a montré une fosse où d'autres chasseurs abandonnaient des carcasses en disant « ça fait plaisir aux ours ».
J'ai fini par trouver la fosse après quelques essais et j'ai décidé que ce serait l'endroit idéal pour libérer les cendres de John. J'ai donc mis un mouchoir sur ma bouche et ouvert le récipient en regardant le vent disperser les cendres. Mais à cet instant, quelque chose dans la fosse a attiré mon attention. Il m'a fallu un moment pour comprendre exactement ce que c'était. « Putain !» ai-je crié en m'éloignant du bord. Pedro est arrivé en courant et j'ai pointé du doigt l'endroit où se trouvaient plusieurs os et un crâne humain. « Mon Dieu !» s'est exclamé Pedro, inquiet. Sans réfléchir, il a décidé de descendre examiner les os. Quelques minutes plus tard, il est revenu à mes côtés, l'air très sérieux. « On devrait appeler papa. Je ne sais pas si c'était un accident ou quelque chose de bien pire. » a-t-il expliqué. Soudain, l'atmosphère est devenue pesante. La réalité de ce que nous avions découvert commençait à s'imposer et il était inutile de continuer les adieux. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Nous retournions à la cabane, l'atmosphère était chargée, je pouvais presque sentir quelque chose nous observer, mais une fois arrivé, j'ai décidé que je n'allais pas laisser cela gâcher notre week-end. Alors j'ai ouvert le congélateur de John et j'ai trouvé du chevreuil décongelé dessus pendant que Pedro cherchait un signal sur son téléphone. Il a finalement soupiré, c'est ce que j'obtiens en passant Atmobile. J'ai vérifié le mien et j'ai vu qu'il y avait quelques barres. Alors je le lui ai tendu et il est sorti pour passer un appel pendant que je me dirigeais vers l'arrière de la cabane où le cuisinière au propane et j'ai allumé le gaz pour chauffer quelque chose, mais juste à ce moment-là, j'ai entendu le léger sifflement du briquet allumé sous ce bruit. J'ai pensé que j'entendais à nouveau les gémissements que j'avais entendus auparavant, accompagnés d'un bruit répétitif qui me donnait une sensation de malaise pendant que j'essayais de cuisiner. Quand Pedro est revenu, il m'a informé que papa serait là tôt le matin pour examiner le corps. Les bruits se sont arrêtés un instant, mais j'étais de plus en plus convaincu que la cabane était vraiment hantée. Cette nuit-là, avec le soleil couchant, Pedro a cherché des couvertures au 2e étage et nous avons fini par convenir qu'il serait préférable de dormir dans le salon si cet endroit est vraiment hanté. Nous le saurons ce soir, a-t-il plaisanté. À la fin, je suis resté éveillé jusqu'à presque 1h du matin en essayant d'écouter le moindre bruit et finalement les sons sont revenus. C'étaient des pas doux suivis de chuchotements bien que je ne puisse pas comprendre ce qu'il disait. J'ai réveillé Pedro immédiatement, il a allumé les lumières du salon et a également entendu les bruits qui ont fait augmenter l'intensité. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» dit-il alors qu'on sentait quelque chose sous lui, mais ni lui ni moi ne pouvions rien voir au sol. Puis j'ai senti une faible vibration, et nerveusement, nous avons décidé de monter au 2e étage. Mais les bruits ne se sont pas arrêtés, ils sont juste devenus plus subtils et nous avons trouvé un moyen de dormir un peu le matin. Papa est arrivé et nous l'avons guidé vers la pente. Devrions-nous lui raconter tout cela ? J'ai demandé à Peter alors que nous montions la montagne. « Dis-moi » répondit papa, toujours avec son ouïe excellente. Cela va paraître fou, mais je pense que la cabane de l'oncle John est hantée. J'ai commenté, papa nous a regardés avec scepticisme, mais nous avons insisté pour qu'il retourne à la cabane pour voir par lui-même. Nous sommes donc entrés et avons commencé à expliquer ce que nous avions entendu. Nous avons senti quelque chose bouger sous nos pieds, a dit Pedro. Papa a essayé de retenir son rire, mais juste à ce moment-là, les bruits sont revenus doux et subtils, comme avant qu'il ne sorte son arme et regarde autour de lui en murmurant « C'est quoi cette blague ? C'est vrai, papa ?» ai-je insisté tandis que nous marchions dans la cabane en écoutant les étranges gémissements. Papa s'approcha de l'escalier, progressant prudemment vers le sous-sol. Le bruit s'intensifia tandis que nous inspections les lieux. Soudain, il nous fit signe de nous taire. J'étais paralysé par la peur. Puis il se dirigea vers le vieux meuble à outils de John et commença à le déplacer. Je le regardais en silence révéler une porte en bois caché avec un cadenas en métal. Le bruit provenait de derrière cette porte. Alors, papa pointa son arme sur le cadenas et tira sans hésiter. Nous étions tous là, figés, tandis que la porte grinçait en s'ouvrant. Soudain, une femme squelettique est tombée au sol devant nous. Nous étions sans voix. Papa a couru pour l'aider et j'ai immédiatement remarqué les ecchymoses sur ses bras et ses jambes, comme si elle avait été enchaînée. « Ne restez pas là, appelez le 911 » a-t-il crié. Pedro a alors immédiatement sorti son téléphone alors que je me dirigeais vers la porte. Le tunnel sombre au-delà s'est courbé vers la terre ferme et j'ai ressenti le besoin d'avancer pour découvrir ce qui se passait. Qui cachait l'obscurité et quand le tunnel tournait,
Je me suis retrouvé debout directement sous le salon dans un grand hall où j'ai vu plus de chaînes attachées au sol comme si elles étaient pour des animaux. L'odeur d'urine et d'excréments était écrasante, alors j'ai couvert ma bouche avec ma main en regardant autour de moi et puis j'ai presque fendu mon cœur. Là j'ai vu les corps en décomposition d'au moins 2 autres femmes et la réalité m'a frappé comme un seau d'eau glacée. J'ai compris ce qui s'était passé à cet endroit. Pedro m'a suivi juste au moment où il réalisait la scène et ne pouvait pas. Il s'est mis à courir et à vomir dans un coin sombre du tunnel. Mais au milieu de mon horreur, j'ai découvert un grand placard à l'ouest de la pièce. En l'ouvrant, j'ai vu des photos documentant les horreurs que John avait infligées à ces femmes alors qu'elles étaient piégées. Mon cœur s'est serré en réalisant que la femme que papa avait sauvée était la plus jeune membre de la famille Ortega. La famille disparue 6 ans plus tôt. J'ai failli m'évanouir en réalisant cette horrible vérité. Cette fille ne survivrait pas 2 jours de plus. À cause des conditions horribles dans lesquelles il avait vécu, cela fait presque 10 mois que je n'ai pas visité la cabane. J'essaie de ne pas penser aux horreurs que j'y ai découvertes, mais les souvenirs me rongent. Pedro a vécu la situation encore plus difficile lorsqu'il a compris l'ampleur de la dépravation de notre oncle. Les rires et les jeux que nous avions passés ces étés-là se sont transformés en une culpabilité écrasante. Finalement, le traumatisme et la culpabilité ont été si accablants pour lui qu'il en est venu à attenter à sa vie. Mais Dieu merci, nous avons pu éviter cela et, aujourd'hui encore, il suit une thérapie psychologique. Mes parents et moi sommes très attentifs à lui, mais son état semble s'améliorer. Je retourne maintenant à la cabane, mais cette fois avec une seule mission. Je me suis armé d'essence et j'ai arrosé tout le rez-de-chaussée, allumant le poêle à feu doux. Puis, assis dans le camion, je regardais les flammes commencer à tout dévorer. La cabane brûlait et le bruit qu'elle émettait était comme un cri, une plainte déchirante qui résonnait dans sa propre agonie. La cabane ne représentait pas seulement la terreur qui avait enfermé, mais aussi les souvenirs heureux qui s'étaient transformés en cauchemars alors que les flammes dévoraient sa structure. Je savais que la douleur de ce que j'avais trouvé me suivrait pour toujours, mais au moins là, parmi le feu, je m'assurais que le monstre qui avait marqué nos vies ne chasserait plus jamais personne. Imaginez cela, nous étions un groupe d'amis excités pour un voyage de camping, prêts à se déconnecter et à profiter de la nature, mais tout a changé lorsque Benjamin. Elle a disparu au milieu de la nuit. Soudainement, ce qui avait commencé comme un week-end relaxant et amusant s'est transformé en un véritable cauchemar. À chaque instant qui passait, je me demandais si elle était juste perdue ou si quelque chose d'horrible lui était arrivé. Viens. Nous avons crié à l'unisson tous les 3 en espérant qu'elle répondrait, mais seul l'écho de nos voix nous est revenu. Quand je me suis retourné, j'ai entendu un bruit étrange derrière moi, mais c'était juste le vent qui déplaçait les branches, laissant une sensation troublante dans l'air. Carmen semblait aussi bouleversée que moi. Une expression qui disait qu'il savait que les choses n'étaient pas normales, mais au contraire Jeff essayait de rester calme même si je pouvais voir dans ses yeux que 1000 questions lui traversaient l'esprit. À un moment donné, Carmen a fait la suggestion de se séparer et de chercher Benjamin séparément, une stratégie qui ne m'a certainement pas convaincu car cela semblait trop risqué, comme si nous jouions avec le feu. Même ainsi, nous avons continué à marcher en ligne droite, avec Jeff devant moi, derrière lui et Carmen un peu plus loin en arrière. Nous n'étions que 3, ce qui signifiait que si l'un de nous était laissé seul et quelque chose de mal se passait, le reste d'entre nous n'avait pas beaucoup de chance de faire quoi que ce soit pour elle. La nature autour de nous était complètement silencieuse, comme si elle retenait son souffle pendant que nous continuions à crier en suppliant Ben de nous répondre, mais il n'y avait aucun signe de vie nulle part, juste un silence profond et terrifiant qui nous enveloppait, interrompu seulement par le bruit de la brise frappant les feuilles des arbres. À un moment donné, soudainement Carmen s'est retournée brusquement et a crié, mais quand je me suis retourné, elle était partie. Jeff, murmurai-je, la panique m'envahissant. Carmen n'est plus là. Où est-elle passée? Demandai-je désespérément, comme si elle n'était plus là. De quoi parles-tu? Me dit Jeff, stupéfait. C'était un cauchemar. Nous avions à peine commencé le voyage que nous étions déjà confrontés à des situations que nous ne comprenions pas. Ben avait disparu et Carmen aussi, sans laisser de traces ni d'explication. La confusion nous envahit à cet instant, sans que nous ayons la moindre idée de ce qui se passait. À cet instant, mon esprit était rempli d'idées sur ce qui avait pu arriver à nos amis. Ce n'est pas normal. Disparaît au milieu des bois sans raison, nous devrions rester ensemble. Jeff, il se passe quelque chose de très étrange ici. J'ai dit à mon ami, tenons-nous la main pour que nous sachions si quelque chose se passe derrière nous. Jeff a proposé, et je n'ai pas objecté. Il n'y avait vraiment pas d'autre option raisonnable à ce moment-là, alors nous avons entrelacé nos mains comme si cela pouvait nous offrir une sorte de sécurité à chaque pas. Nous n'arrêtions pas de crier leur nom et d'espérer qu'au moins l'un d'entre eux répondrait après un moment qui semblait
Éternel, nous avons réussi à entendre un cri étouffé au loin, c'était une voix familière et cette certitude était suffisante pour nous faire baisser les mains et courir désespérément vers la source du son. J'étais en tête, mais soudain le son s'est éteint et quand j'ai réalisé de dire quelque chose à Jeff, il n'était plus là. Incroyable, en une seule seconde il s'était évaporé et la froide réalité de sa disparition m'a laissé stupéfait. Disparu, j'ai répété le mot encore. Et encore dans mon esprit. Essayant d'assimiler la situation sans un sens clair, je me suis serré dans mes bras. Moi-même cherchant un peu de chaleur dans le froid de la forêt tandis que mon cœur battait 1000 fois par heure au fait que j'étais complètement seul au milieu de nulle part et que mes amis semblaient avoir disparu d'un moment à l'autre sans aucune explication. Les plans que nous avions faits pour nous séparer semblaient ridicules maintenant parce que ce que je craignais le plus était déjà en train de se produire et j'étais la dernière personne debout. Je n'avais aucune envie de crier. À nouveau. J'étais sûr que ce qui avait attrapé mes amis serait sûrement attiré par le bruit. De quoi s'agissait-il exactement ? Il était clair que je ne voulais pas le savoir. J'étais face à un dilemme. À ce moment-là, je voulais absolument retrouver mes amis et tenter de les aider s'ils étaient en difficulté. Mais d'un autre côté, j'étais terrifié et je n'aspirais qu'à retourner au camp, récupérer mes affaires et partir au plus vite. Cependant, à ce moment-là, j'ai senti que cette décision était égoïste et lâche de ma part. Je savais que si je m'enfuyais, mes amis ne me le pardonneraient jamais. La nuit continuait de s'avancer et la forêt s'étendait. C'était de plus en plus inquiétant à chaque fois, sans savoir combien de temps s'était écoulé. Ma seule certitude était d'être seul. La peur m'envahissait tandis que je pensais à la possibilité de m'échapper et qu'il finirait par retrouver le chemin du camp. Si cela arrivait, il me détesterait d'être parti. Mais finalement, j'ai décidé d'arrêter d'y penser, car dans cette situation, le plus important était de me protéger. Personne ne pouvait me juger pour ça. Alors j'ai continué à tourner en rond, ou du moins c'est ce que j'ai ressenti au bout d'un moment. Car chaque tentative de retour au camp ne faisait que me plonger davantage dans la confusion. Ben connaissait la région mieux que quiconque, et maintenant, il n'était plus avec moi. Pas de téléphone, pas de carte, pas un seul outil qui aurait pu m'aider. Nous avions établi des règles absurdes qui, pensions-nous, feraient de cette aventure une aventure formidable, mais visiblement, nous n'y avions pas réfléchi avant de partir. En marchant, je regardais souvent derrière moi, m'attendant presque à voir quelque chose surgir d'entre les arbres, ce qui m'avait pris. Des amis pourraient se cacher juste derrière moi et je n'étais pas prêt à quitter ce monde. Je ne pouvais pas dire si mon esprit me jouait des tours ou s'il y avait vraiment quelque chose de sombre qui se cachait. Quand vous êtes en proie à la panique, votre tête est incapable de penser de manière cohérente. Puis, dans un instant terrifiant, j'ai senti quelque chose attraper mes jambes. Cette sensation a été rapide et presque surréaliste, car dès qu'elle a serré, elle a lâché prise, mais j'avais l'impression que c'était une main humaine avec des doigts et de la peau. Qu'est-ce qui m'a attrapé? Bon sang, m'exclamai-je presque dans un murmure. Resté figé là où j'étais plus clair, plus calme comparé aux parties denses de la forêt que j'avais traversée. J'ai failli tomber, mais ce n'était pas le moment de me mettre à l'aise, je devais être prêt à tout et soudain j'ai entendu une voix douce et étrange appeler mon nom. Raymond, la façon dont il le prononçait me rappelait un mélange des voix de Ben Carmen et de Jeff. Je pensais que d'une manière ou d'une autre, quoi que ce soit qui avait pris mes amis avait trouvé un moyen d'utiliser leur voix comme un déguisement. Je me suis figé, j'étais paralysé et abasourdi par le désir de me retourner et d'affronter ce bruit, mais la panique ne me lâchait pas. J'avais tellement peur que pendant un moment j'ai pensé que la meilleure chose à faire serait peut-être de me laisser aller comme mes amis l'ont fait. Que pouvais-je faire d'autre si je ne pouvais pas échapper à l'idée de ne plus jamais revoir mes parents? M'a toujours traversé l'esprit, au moins je n'étais pas le seul enfant, il pourrait trouver du réconfort auprès de mes frères et sœurs et ne pas se sentir si seul. Cette idée m'a fait mal, je ne voulais pas mourir mais je sentais que l'inévitable se rapprochait de plus en plus. Regarde ici, j'ai entendu à nouveau cette fois beaucoup plus fort et je me suis figé. Instantanément, ce n'était pas une seule voix, c'étaient trois qui disaient tous la même chose à l'unisson. La vérité terrifiante s'est emparée de moi alors que je pensais qu'il y avait trois êtres qui avaient pris mes amis. Ils étaient venus me chercher pour m'emmener à la même destination. À la fin, après quelques secondes qui semblaient éternelles, j'ai décidé de me retourner. Peut-être qu'il était temps d'affronter l'horreur, alors je me suis retourné lentement avec mon cœur battant à tout rompre. La panique à la surface et puis j'ai vu mes trois amis rire aux éclats et se montrer les plus. Nous sommes si heureux que tu sois tombé, Raymond, s'exclama Carmen avec son rire résonnant dans toute la forêt. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais au bord d'une crise cardiaque alors qu'il se moquait de moi tout ce temps. Nous planifions cela depuis que tu as mentionné le camping, dit Ben avec un sourire malicieux sur son visage, et cela a mieux fonctionné que nous le pensions, ajouta Jeff en me regardant avec cette étincelle dans les yeux qu'il avait toujours quand il était excité. Cette incertitude qui m'avait tourmenté a disparu,
me laissant avec un sentiment qui était juste entre le soulagement et la colère. Les gars, c'est quoi ce truc marrant? Dis-je, encore submergé par un tourbillon d'émotions. Du calme, du calme. Ils ont tous ri. Retournons au camp. Il est temps de fêter notre farce effrayante. Même si j'étais encore à moitié hébété, je commençais à comprendre que cette fois, tout cela faisait partie d'un plan élaboré. Même si j'avais eu très peur, l'important était que nous soyons ensemble et que nous allions tous bien. C'était un soulagement de savoir que mes amis n'étaient jamais en danger, et moi non plus. Mais quelle serait la prochaine farce? D'accord.